Voilà pour ce documentaire très fort, très émouvant, Noir en France, réalisé par Aurélia Perrault avec l'écrivain Alain Mabanckou, qui nous fait d'ailleurs le plaisir d'être avec nous ce soir. Alors on va continuer de parler de ces Français noirs, victimes encore trop souvent, on l'a entendu, de petites et de grandes discriminations, qui les renvoient systématiquement à leur couleur de peau. Et puis les vieux préjugés aussi qu'on pensait d'un autre âge. Alors, on va aussi s'interroger bien sûr ce soir sur la manière de lutter contre ce racisme du quotidien et de faire évoluer les mentalités. On en parle avec vous notamment, Fermine Richard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes comédienne, bientôt à l'affiche d'ailleurs, je crois, d'une comédie intitulée Maison de retraite avec Kev Adams et Gérard Depardieu. On reviendra bien sûr sur vos 35 ans de carrière de comédienne. Laetitia Elouette, bonsoir. Alors on vous reconnaît évidemment parce que vous êtes l'un des grands témoins de ce film. L'historien Frédéric Réjean est à vos côtés. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes historien, donc grand spécialiste notamment de la question de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, et on verra que tout ça est lié. Marie-Rose Moreau est également avec nous ce soir. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes psychiatre de l'enfance et de l'adolescence. On verra avec vous l'impact qu'ont ces discriminations quand elles sont vécues au plus jeune âge, comme on le voit là encore dans le film. Et puis Alain Mabanckou. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci, bravo pour ce film. Bon, très réussi. C'est un travail d'association, tout un groupe derrière. Aurélia Perrault qui a donné aussi beaucoup de piles pour que moi, qui suis un peu novice dans... Elle est là avec nous d'ailleurs en coulisses. Vous êtes écrivain, romancier, poète, vous enseignez aussi dans une grande université aux États-Unis, très engagé depuis longtemps dans ce combat contre les discriminations. J'allais dire combat, c'est le bon mot? Je pense que le combat symbolise quand même une sorte de permanence dans ce que nous faisons. C'est un combat de tous les jours. Mais le combat ne veut pas dire toujours qu'on a un ennemi. L'ennemi n'est pas forcément l'autre. L'ennemi, c'est parfois nous-mêmes qui véhiculons un certain nombre de préjugés que nous devons combattre. Alors, on va en parler de tout ça. Le film, justement, il y a quelque chose qui est vraiment profondément très réussi, c'est que malgré la force des témoignages qui sont parfois accablants sur le racisme et les discriminations dont sont victimes les Noirs au quotidien, le ton général n'est pas victimaire. Voilà, il y a aussi plein d'espoir, il y a aussi plein de bonne humeur dans ce film. Je pense que dès le départ, Aurélia Perrault et moi, nous avions pensé qu'il fallait installer une sorte de narration qui puisse laisser à nos personnages le soin de donner leur histoire personnelle. Donc le côté victimaire ne nous intéressait pas. Il y a des films dans lesquels vous sentez le côté militant, le côté peut-être vindicatif, mais nous, on voulait faire quelque chose qui ressemble à notre génération. Elle et moi, nous sommes de la génération après les indépendances africaines. Donc après aussi que la France a quitté les colonies. Donc nous avons, Aurélia et moi, des questions à nous poser en tant que personnages d'une autre génération qui n'est pas forcément liée par un péché colonial. Alors, on entend votre voix dans le film. Oui. Mais on ne vous voit pas. À la fin. À la fin. À la fin, on vous voit. Non, je vous pose la question parce que on a envie de vous demander la même chose qu'au personnage du film. Est-ce que vous avez été victime de discrimination dans votre vie? J'ai été victime d'une discrimination. Bon, c'était aberrant. Quand j'étais étudiant en France, je travaillais dans un centre commercial qui se trouve aux côtés du 13e arrondissement à Bercy. Le centre commercial Bercy 2, qui est comme un œuf comme ça. Et il y avait une entreprise, une boîte de vente de chaussures. Je ne nommerai pas pour leur faire la publicité gratuite. Et moi, j'étais dans la cave en bas pour ranger les chaussures. Et le gérant, de temps à autre, ne comprenait pas que ce type, il faisait des études, puis il arrivait, il travaillait dans la cave. Un jour, avec l'affluence, il m'a dit, écoute, je vois que souvent tu es en costume cravate, et si tu venais de temps à autre... Vous étiez aussi élégant qu'aujourd'hui à l'époque déjà? Les Congolais portent toujours la cravate depuis la naissance. Donc j'étais... je suis monté, et il a commencé à me laisser vendre. Et moi, je parlais aux clients de la littérature, de la culture française. Et parfois, on restait là pour vendre une chaussure. Je prenais 1 heure, mais ça faisait de l'ambiance dans le magasin. Les gens étaient là. Et un jour, l'inspecteur est venu, nous a regardés de loin, et il a tensé les deux gérants en disant « Vous me ramenez ça dans la cave ». Donc ça, c'était moi qu'on a demandé. Et le lendemain, j'étais retourné dans la cave. Mais le surlendemain,
les deux gérants, qui étaient blancs et français, m'ont dit « Tu reviens vendre, on risque notre travail. » Voilà, donc il y avait... Je vous pose la question, Alain, parce que vous êtes né au Congo, vous y avez fait toutes vos études, et vous êtes parti pour la France à 22 ans. Est-ce que quand vous êtes arrivé en France, vous avez découvert le fait qu'on vous montrait que vous étiez différent parce que vous étiez noir? En réalité, moi, je suis né dans... Moi, j'ai vécu dans une ville portuaire, Pointe-Noire, dont la cité était celle des indigènes, puis le centre-ville, on voyait bien comment se comportaient les Blancs. Donc nous savions que pour eux, ils arrivaient au Congo, ils n'habitaient pas avec ce qu'on appelait à l'époque les autochtones, mais qu'ils habitaient au centre-ville. Et nous, la France, on nous l'a imposé même dans les études. Donc on savait où se trouvait l'Arc de Triomphe, on savait quelles étaient les batailles, on savait toutes les guerres que la France avait faites, on savait tout de l'histoire de France, sauf le comportement des Français quand ils étaient en France. Quand je suis arrivé, il y avait une certaine position qui était celle de « nous étions désormais les gêneurs ». Ouais. Mais il fallait voir aussi, parce que moi je suis arrivé dans le canal des études, donc directement dans les universités françaises. Les mentalités des jeunes n'étaient pas forcément celles des atrabilaires ou qui avaient des comptes à régler. Mais je retiens quand même que vous êtes un bon vendeur de chaussures. Donc. J'ai beaucoup vendu de chaussures. Et si dans le public, quelqu'un se rappelle que je lui avais vendu des chaussures, merci de m'avoir donné de l'argent. Bien. Firmin Richard, je crois que vous aviez 17 ans quand vous êtes arrivé en métropole de la Guadeloupe. Oui. Même question d'abord, est-ce que vous avez été victime de discrimination? Oh oui, mais en fait, comme disait Alain Mabankou, moi j'ai découvert le racisme ici en France parce que les Blancs que je connaissais en Guadeloupe, c'était des cadres. Ils étaient tous, ma mère travaillait effectivement faisait le ménage à la douane, et tous les cadres de la douane, le receveur, tous les cadres étaient blancs. Et je les ai connus effectivement sous un angle. Pour moi, moi gamine, je n'imaginais pas qu'un blanc pouvait être voleur, pouvait faire quelque chose. C'était le bon côté. Comment ça se manifestait, cette discrimination? Oh là là, mais c'est vraiment un racisme ordinaire et qui vient du peuple, en fait. Parce que je travaillais au PTT, je travaillais à la RATP. Et les anecdotes que j'ai sont des anecdotes avec mes collègues ou les gens de la RATP. Moi, je suis entrée surveillante, je poinçonnais, après receveuse, et puis j'étais chef de station. Et en tant que receveuse, je vendais des tickets. Et sur la vitre, il était marqué, on demandait aux gens de faire la pointe. Et un jour, je demande à quelqu'un je lui dis que j'ai pas de monnaie, je demande la pointe, et la dame se fâche, elle dit « Oh, c'est noir, et dire qu'on a besoin d'eux pour faire la guerre. » La guerre et le sport, voilà. Des choses comme ça que j'ai entendues, mais... Et une de mes collègues, je ne dirais pas dans quelle société je travaillais à l'époque, c'était juste avant de partir, parce que ça m'avait déclenché vraiment une dépression. Je ne sais pas pourquoi cette femme avec qui j'avais de très bon rapport, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ce matin-là. Mais chaque fois que je parle de ça, ça m'émeut un peu parce que elle me sort « Oh là là, c'est noir, on devrait tous les passer au four crématoire. » Ah oui. La fille me dit ça, elle est maigrichonne comme... J'aurais pu les crabouiller tellement, mais j'étais tellement surprise quand elle m'a dit ça. C'est d'une violence inouïe, ça. Une violence. Et je me suis mise à chialer après, ça m'a déclenché une dépression. Hein. Sur le coup, je n'ai pas réagi. Puis après, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas tapé? Pourquoi? Mais j'étais tellement surprise que la fille me dise ça, une fille avec qui je n'avais pas de problème du tout. C'est terrible. Mais voilà, le genre de choses qu'on peut subir. Mais après, ça vous donne, ça vous fait de vous quelque chose quelqu'un de très fort après. Après, j'avais du répondant, Il y a une question aussi, Laetitia Elouette, qui revient beaucoup et c'est présent dans le film. Ça commence toujours par une petite question qui paraît un peu anodine. D'où tu viens? Ouais. Parce que forcément, quand on est noir, on vient de quelque part. On ne peut pas être français. C'est ça un peu ce que ça raconte, cette petite question. C'est vrai, alors j'essaie de mettre ce qu'il y a derrière. Alors, ce qu'il y a derrière, ça peut être du racisme, de la discrimination. Ce qu'il y a derrière, ça peut être de la surprise. Hein. Ce que je dis aussi, c'est que dans certains milieux, voilà, dans le documentaire, on montre mon parcours. Voilà, j'ai notamment, je suis haut fonctionnaire, j'ai travaillé à la Cour des comptes. Dans un endroit, en fait, où on représente une grande minorité, la question de d'où tu viens, finalement, ça devient une question pour essayer d'apprendre à vous connaître. Moi, j'essayais de réfléchir pendant que Firmin parlait de discrimination. Finalement, les discriminations ouvertes, brutales, j'en ai eu peu.
En revanche, de la condescendance, des remarques tout à fait polies dans la forme, mais qui montraient une réelle brutalité, ça, j'en ai eu. J'en ai eu vraiment pas mal. Il y a quand même une anecdote, pardon de le dire comme ça, mais assez savoureuse, ce que vous racontez. Vous arrivez en réunion, une réunion importante, votre assistante est blonde, et puis très naturellement, les gens qui sont en face de vous pensent que la patronne, c'est l'assistante. Alors ça a été... je l'ai raconté, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Et ça m'est arrivé de nombreuses fois. Et comment ils ont réagi quand ils ont compris la méprise? Un peu de gêne, un peu de surprise. Et moi, pas de gêne, parce que à la fois, je suis habituée au sujet. Ça vous arrive encore, ça? Ça m'arrive encore, oui. Ça vous arrive encore? Mais bien sûr. Et la question, c'est déjà comment moi je réagis. Moi, je suis tout à fait à l'aise et légitime dans mes fonctions, donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Et après, qu'est-ce qu'on met derrière? Parce qu'on peut mettre derrière du racisme, de la discrimination. Ouais. Moi, je mets derrière aussi le fait que je serais une femme maghrébine ou asiatique. Sans doute, le regard serait sensiblement le même. Parce qu'en fait, on se rend compte que sur des fonctions très élevées dans la haute fonction publique, comme dans le secteur privé, finalement, les personnes issues de la diversité sont des exceptions. Alors, me concernant, en plus, on rajoute le fait que je suis une femme noire, haut fonctionnaire, ça fait ovni. Donc voilà, Vous êtes là pour montrer la voie. Pour montrer la voie, alors, il y a deux questions quand on dit ça. Est-ce que je suis là pour montrer que c'est possible, ou est-ce que je suis là vraiment pour souligner que c'est une exception qui est inacceptable? Alors, on parlera tout à l'heure de la place des modèles, parce que ça revient aussi, ça, beaucoup dans les témoignages et dans le film, les modèles. Je voudrais vous entendre là-dessus, Marie-Rose Moreau, parce qu'il y a quelque chose qui est frappant. Il y a des enfants aussi dans les témoignages du film, et tout petit, on intègre le fait qu'on est différent. Il y a une anecdote qui est incroyable, c'est ce que raconte Jean-Pascal Zadi. Il a 6 ou 7 ans, il donne la main à une petite fille, et la petite fille lui dit « Je ne vais pas te donner la main parce que t'es noir ». Et il lui dit avec beaucoup d'humour, d'ailleurs il le raconte avec beaucoup d'humour, il lui dit « Mais là, regarde à l'intérieur, ma main elle est blanche ». Comment est-ce qu'on l'explique ça? Alors, évidemment que c'est des constructions. Toutes ces questions racistes, ces questions de discrimination, ces questions de manière de voir les autres à travers un préjugé, c'est une construction. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les tout-petits? Les enfants, très vite, en grandissant, évidemment, à l'école, à l'école maternelle, c'est acquis, mais enfin, progressivement, ils se rendent compte qu'il y a des différences entre eux, entre les adultes, à la télévision, enfin, bref, ils voient qu'il y a des différences. Bon, ça, c'est quelque chose d'une observation que les enfants font très tôt. Il y a des différences, il y a des fleurs différentes, il y a des peaux différentes, il y a des yeux différents, il y a des genres différents, etc. Et après, la question qui va se poser, et c'est à ce moment-là, au moment de l'école, c'est comment j'interprète ces différences. Et c'est là où la culture et l'éducation prend toute sa place. Parce que, évidemment, si je fais une hiérarchie, si je dis être blanc, c'est mieux qu'être jaune, ou être vert, ou être noir, ça y est, je suis passée de quelque chose qui était une observation Parce que c'est ça à une hiérarchie. C'est ça qu'intègrent les enfants, c'est qu'il y a une hiérarchie dans les couleurs. Ils intègrent, c'est pour ça que c'est une construction, c'est pour ça que c'est une projection, et c'est pour ça que c'est de l'éducation. Parce qu'ils intègrent une interprétation une interprétation qui est essentiellement une hiérarchie. Et ça, évidemment, non seulement c'est un préjugé, mais ça fait même du mal aux enfants, en dehors du préjugé même. Justement, pour poursuivre ce que vous dites, il y a une séquence du film particulièrement édifiante, c'est le test de la poupée qui avait été mise au point par des chercheurs américains, je crois, dans les années 40, et qu'on a donc revu dans le film d'aujourd'hui. Regardez. Quelle est la poupée que tu préfères? Pourquoi? Carquet. Parce que quoi? Carquet, c'est mon préféré. Celle-là. Pourquoi? Parce que ma sœur, elle joue que avec ses poupées blanches. Ce serait la blanche moi. Pourquoi? Parce que j'aime bien ses yeux bleus. Quelle est la poupée la moins jolie? Celle-là. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'elle est noire.
Quelle est la poupée la moins jolie? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Voilà, c'est terrible ce qu'elle dit, cette petite fille. Oui, alors on voit bien et alors on peut dans ces images qui sont effectivement très émouvantes, hein, parce qu'on a l'impression que on voit comment ça se construit. Et on peut refaire ces expériences malheureusement à des âges différents, mais même chez les étudiants. Donc il y a des petites différences, mais il y a toujours le choix qui va vers l'élément qui est le plus valorisé, c'est-à-dire le blanc. Alors, le blanc, les yeux, etc. Ouais, on comprendra tout à l'heure pourquoi il y a ce ressort dès le plus jeune âge, mais quel traumatisme ça crée chez les enfants, ça? Ça fait mal à deux niveaux. Un premier niveau, lorsque soi-même on est noir et que on sent, on voit, on constate que ce qui est valorisé, c'est ce qui est plus clair ou plus blanc. Donc on construit une estime de soi extrêmement... on doute, on se dit pourquoi je suis du côté des moins bien et qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi On se dévalorise. C'est une estime de soi douloureuse, c'est des blessures et c'est des blessures d'enfance. Et puis ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en fait pour tout le monde et pour tous les enfants, ça fait mal parce que du coup la diversité fait mal. Mais la diversité, c'est pas simplement les blancs et les noirs, c'est aussi les grands et les petits, ceux qui parlent comme ça, ceux qui parlent autrement, etc. Donc le fait que la société renvoie à cette hiérarchie, j'allais dire, ça blesse tous les enfants, hein, et bien sûr encore plus ceux qui appartiennent aux minorités. C'est quelque chose que vous dites aussi, Laetitia Elouette, dans le film. Vous dites, moi aussi enfant, je voulais devenir blanche. Bah oui, ce que vous disiez, c'est que ça traverse les générations. Voilà, je suis bien plus âgée que ces jeunes filles qu'on voit. Et moi, je le dis dans le documentaire. Alors, je remercie Aurélia Perrault parce que ça fait aussi Madeleine de Proust. C'est des choses que j'avais oubliées. Pourtant, ce sont des choses qui sont importantes dans la construction. Oui, je voulais être blanche. Mais je voulais être blanche. Alors moi, je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. J'étais au Congo avant. Au Congo, il n'y avait que des gens qui me ressemblaient. La question de la couleur de peau n'arrivait pas. J'arrive en France, c'est un choc. Et face à ce choc, mon sujet, c'est de me dire, évidemment, la réponse, c'est d'être comme les autres. C'est d'être blanche. Et je me souviens que quelques années après, pas très longtemps, je devais avoir à peine 10 ans, j'ai dit à ma mère, mais tu sais, maman, pour qu'elle soit fière de moi, je vais me marier avec un blanc. Et pour moi, ça voulait dire, maman, je ferai un effort, en fait, pour sortir de ma condition. Et c'est terrible, hein, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'on a un conditionnement qui se fait par différentes étapes, où on est convaincu que sa culture d'origine est inférieure, en fait, à la culture de la majorité. Donc moi, je lis ça aussi à quelque chose que moi j'ai connu dans ma famille, qui est évidemment différent dans d'autres, c'est qu'on m'a élevée avec un manque de fierté de ma culture d'origine. Alors moi, j'ai d'autres cousines qui sont aussi congolaises, qui ont été élevées dans une fierté de leur culture d'origine. Et moi, ce que je constate, c'est qu'elles ne sont pas moins françaises que moi, mais qu'on leur a donné la possibilité d'avoir accès à deux cultures et que ça, véritablement, c'est une force. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est la place des icônes. C'est ce que raconte très bien Soprano, c'est ce que raconte très bien Yannick Noah. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe français d'une certaine manière? On est dans une société en France universaliste, avec des icônes très tôt, Joséphine Baker, star des années 30, entrée au Panthéon assez récemment, Omar Sy, personnalité préférée des Français, Gaston Monnerville, petit-fils d'esclave, qui est devenu très tôt le premier président noir du Sénat, et en même temps des discriminations qui aujourd'hui encore restent très fortes. On a choisi 3 chiffres. 32% des personnes noires disent avoir déjà été victimes de harcèlement raciste en France. Un jeune de couleur a 10 à 15 fois plus de risques de subir un contrôle d'identité. Et au travail, une personne noire sur 2 dit avoir déjà subi une discrimination. Ça veut dire, Alain Mabanckou, qu'avoir des modèles, ça suffit pas. Avoir des modèles ne suffit pas, parce que les modèles, en général, on aspire à être comme les modèles qui sont là, mais les modèles donnent quand même un certain ton. C'est pour cela que quand on grandit en France, puisque ces modèles ne sont pas forcément répertoriés dans l'histoire nationale, eh ben, les Noirs en France vont regarder les modèles qui sont aux États-Unis et qui, eux, ont combattu mais il y a pour des modèles leurs droits français, civils. tout ce que je viens d'évoquer quand même. Oui, mais ces modèles français, ils sont en astérix
dans l'histoire de France. On ne les voit pas en grand nom. Vous n'allez pas mettre Monnerville en capitale à côté de Napoléon. Non. Napoléon, c'est là comme ça. Et puis en bas, attention, il y a eu aussi Gaston Monnerville, il y a eu aussi même Aimé Césaire, on va mettre en bas. Aimé Césaire est dans l'histoire. Mais vous êtes d'accord africaine. sur le constat de ce paradoxe français, d'une certaine manière? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Laetitia Elouette. Je me permets, parce qu'en fait, les modèles, alors Omar Sy, beaucoup de respect, beaucoup d'estime, Gaston Monnerville, on est sur des modèles d'exception. Est-ce que c'est ça qui inspire? Est-ce que, voilà, moi je parle de la En tout cas, c'est ce que raconte Noah, ce premier coup de raquette avec Arthur H, soprano qui découvre Noah en 83 avec son père et qui devient un modèle pour lui. On tourne autour des mêmes. La question pour moi qui se pose, c'est que le documentaire d'Aurélia Perrault et d'Alain Mabankou, il montre qu'il y a des talents de couleur noire, mais je dirais issus de la diversité en général, dans tous les domaines. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas davantage mis en avant? Je trouve aussi qu'il y a, dans la définition de rôle modèle, il y a une espèce de héros. Est-ce que le sujet de celui qui inspire, de celui qui fait avancer, c'est le héros, ou est-ce que c'est une personne qui a connu un parcours avec des réussites, certes, mais aussi des difficultés, des doutes, et qui n'est pas forcément au sommet, mais qui permet d'inspirer chacun à différentes étapes. Frédéric Rijan, c'est moins votre sujet, mais je voudrais votre avis quand même sur cette question des modèles issus de la diversité en France. Et c'est ce paradoxe. Alors tout le monde n'est pas d'accord, votre avis? Je pense, enfin moi je suis plutôt d'accord avec ma voisine, dans le sens où il ne faut pas se cacher derrière les héros, penser que parce qu'il y aura des héros, ça ira mieux. Moi je pense qu'il faut plus mettre en avant la question. Mais vous ne croyez pas à la force des symboles? Aujourd'hui, on réhabilite les tirailleurs noirs qui ont combattu pour la France, Joséphine Baker au Panthéon. Oui, mais justement, quand vous dites les tirailleurs noirs, là, on est déjà dans un collectif. C'est beaucoup plus intéressant que de mettre en avant une seule figure. Voilà, on peut mettre en avant la figure de Félix Éboué, mais bon, Félix Éboué est l'exception. Moi, je trouve aussi que les modèles individuels, ça ne suffit pas. Alors, c'est des étoiles noires, hein, comme dit Thuram, mais je crois que ça scintille, ça fait du bien, mais c'est pas suffisant. Et là, c'est plutôt l'idée d'une créativité, d'une valorisation des différentes histoires et des différentes possibilités. Vous disiez, par exemple, valoriser ma culture du Congo et valoriser ma culture française et faire avec ça des métissages multiples, infinis. C'est ça, mais pas seulement une idole comme ça au Panthéon là-bas et qui devient Est-ce que d'ailleurs, Alain Mabankou, vous vous considérez d'une certaine manière comme un modèle? Vous êtes le premier écrivain, premier noir à être entré au prestigieux Collège de France. D'ailleurs, vous disiez à l'époque, c'était il y a 6 ans, je crois, lors de votre discours, quand vous êtes rentré au Collège de France, que la France est encore incapable de se penser, je vous cite, comme une nation diverse, donc multiple. Est-ce que vous le pensez toujours, ça? Mais c'est désolant de constater en général que quand un noir de France ou qu'un noir en général fait quelque chose, c'est toujours le même, on va dire, c'est le premier noir à avoir fait ceci, c'est le premier noir à avoir le Goncourt, c'est le premier noir à entrer au Collège de France, c'est le premier noir à avoir le prix Renaudot. On ne dira pas c'est le premier blanc à avoir fait ceci, c'est le premier... Donc il y a cette sorte de discours qui fait que, forcément, on va se mettre dans ce que Laetitia Elouette appelait tout à l'heure une sorte de modélisation où vous êtes considéré comme celui qui va représenter toute une race. Mais dans chaque combat, il y a toujours des précurseurs. Oui, sauf que les précurseurs noirs, il y en a eu. L'histoire de l'Égypte ancienne a été étudiée par l'un des plus grands historiens africains qui n'est pas connu des classes françaises. Il s'appelle Cheikh Anta Diop. Il a écrit « Nation, nègre et culture ». Tous les Noirs américains le lisent. Pourquoi on ne le lit pas en France? Eh bien parce que ce Cheikh Anta Diop a démontré que l'Égypte ancienne était nègre. Et ça, si on vient l'étudier en France, tous les égyptologues blancs vont déchirer les manuels qu'ils ont écrits pendant des centaines d'années et qu'est-ce qu'ils vont faire de leur doctorat? Donc les précurseurs, ils sont là. On a parlé de Gaston Monnerville, des présidents par intérim, on a parlé de plusieurs grands, des sportifs qui sont là. On aurait eu des places Marius Trésor ici qu'on n'en a pas. Oui. Alors je ne vous demande pas, Laetitia Elouette, si vous aussi vous êtes un modèle d'une certaine manière, parce que vous allez me dire non. Je me permets quand même de compléter ce que dit Alain Mabankou, parce que pour moi c'est un sujet essentiel. Quand vous dites qu'il faut des précurseurs, il ne faut pas que les précurseurs soient des alibis.
La question, c'est que finalement, Gaston Monnerville, on avait un premier député noir à la Révolution française, on a eu un maire noir de Paris, c'est le créateur des bibliothèques. Finalement, ça, ce n'est pas connu du tout. Donc la question d'afficher des grands noms, c'est bien. Mais par exemple, on a fait un travail qui fait l'objet d'une exposition que je vous invite tous à voir au Musée de l'Homme actuellement, qui s'appelle Portrait de France. C'est recenser des figures de la diversité, beaucoup noirs, mais de toute origine, qui ont contribué à l'histoire de France et qui sont aujourd'hui des invisibles de l'histoire de France et des invisibles de la République. Donc la question en fait des rôles modèles et des modèles, elle se pose sur la question de ceux qui sont aujourd'hui en activité. Et moi je pense que les super-héros, pourquoi pas, mais des personnes qui ont quelque chose de plus accessible et de plus ouvert, c'est important. Et il y a cette dimension d'ouvrir notre histoire à des héros qui reflètent la diversité de la France. Alors, en parlant de modèle, on voulait aussi, d'une certaine manière, rendre hommage Je ne vous ai pas répondu sur le... Non, mais vous allez me répondre, je le sais, Laetitia. Une immense star d'Hollywood qui a été un modèle pour de nombreux acteurs, acteur noir, le premier à avoir remporté l'Oscar en 64, disparu il y a quelques jours, à l'âge de 94 ans. C'est une icône, hein, un modèle pour plein de générations. On l'écoute, c'est Sidney Poitier. I'm a relatively intelligent man. There are many aspects to my personality that you can explore, I think, very constructively. But you sit here and ask me such one-dimensional questions about a very tiny area of our lives. You ask me questions that fall continually within the Negro-ness of my life. You ask me questions that pertain to the narrow scope of the summer riots. I am artist, man, American, contemporary. I am an awful lot of things, so I wish you would pay me the respect due and not simply ask me about those things. Voilà, très forte cette déclaration, évidemment. C'était en 1968 lors d'une conférence de presse. Très forte, d'autant qu'à l'époque, Sidney Poitier est un peu critiqué pour ne pas prendre suffisamment position pour l'égalité entre les Blancs et les Noirs. Et lui, il disait en substance, à la main Bankou, il disait « je suis déjà une grande star c'est déjà un modèle d'une certaine manière. C'est en général ce qui pèse sur la tête de ceux qui sont visibles auprès de leur minorité. C'est-à-dire que vous devenez celui qui doit régler tous les problèmes. C'est-à-dire que votre existence est regardée au peigne fin. C'est-à-dire que regardez, tous les acteurs noirs vont par exemple dire Omar Sy ne fait rien pour nous. Ils vont se tourner vers un acteur, je ne sais pas, berbère ou arabe, il ne fait rien pour nous. Donc il y a toujours le fait que on va vous ramener à votre couleur. Et j'aime bien... Ça a évolué quand même depuis. Oui. Heureusement. Ça a évolué un peu, mais tel que nous avons démontré dans le film, il y a des manières un peu plus subtiles de faire les revendications du passé et de les raccorder aux obsessions du présent. Quand on définit quelqu'un, il y a récemment, mon petit frère, comme on dit en Afrique, Mbougar Sarr a eu le Goncourt, on a commencé à dire c'est le deuxième noir à avoir eu le Goncourt. 100 ans après. Vous ramenez, enfin, il ramène toujours les victoires des Noirs à une certaine périodicité. Donc, il y a des questions qui se posent dans le monde français qu'on ne retrouve plus dans l'espace anglophone, où ces questions se sont englobées, où des gens comme les Sidney Poitier, mais aussi à côté les James Baldwin, qui ont pris le courage intellectuel de pouvoir se définir comme artistes, comme des gens qui contribuent à la chaîne peut-être de la création et qui pourraient même prendre le risque de se dire « je suis artiste et accessoirement nègre ». Comme diraient beaucoup d'écrivains comme Kossi Efui, les Togolais. Ils disaient « je suis écrivain et accessoirement nègre ». Alors, Firmin, ça doit vous faire réagir, évidemment, cette déclaration de Sidney Poitier, c'était il y a bien longtemps, parce que vous êtes évidemment comédienne, et vous vous étiez engagée en 2018 avec un livre manifeste « Noir n'est pas mon métier », où des actrices dénonçaient les discriminations dont elles sont victimes dans le cinéma. Est-ce que là aussi, les choses ont bougé depuis ? Les choses ont changé. Changent, je dirais, lentement, mais les choses ont changé. Il a fallu effectivement qu'il y ait on a essayé de se faire voir, parce qu'on disait, généralement, les gens du milieu vous disent, il n'y a pas de comédienne noire, il n'y a pas. Donc on a voulu dire que, voilà, nous sommes là. Et les choses ont quand même évolué. Vous avez pu le voir, alors.
ça m'amuse à certains moments maintenant de voir que maintenant, toutes les publicités, on trouve quand même une... Alors, c'est tellement drôle que... Vous voulez dire on un peu de parle diversité dans toutes mais les maintenant, publicités, c'est ça? voilà, il y a un saupoudrage de noir, ça devient presque drôle. Je voudrais qu'on remonte le fil de l'histoire maintenant avec vous, Frédéric Régent. Est-ce qu'on peut voir les conséquences de cette discrimination aussi dans les séquelles de notre histoire commune, l'histoire coloniale, évidemment? Ah oui, complètement. C'est à la fois un héritage de la colonisation esclavagiste jusqu'en 1848, et puis de la colonisation de l'Afrique subsaharienne, donc à partir du 19e siècle et jusqu'aux années 60. Et alors, cette histoire serait peut-être moins d'actualité s'il n'y avait pas eu aussi tous ces phénomènes migratoires qui ont fait que les anciens colonisés se sont installés en France. Et pourquoi on n'arrive pas à la regarder en face, cette histoire, pour réconcilier les consciences? C'est-à-dire qu'on regarde, il y a un regard comme des étrangers, des gens qui font partie pleinement de l'histoire de France. La plupart des immigrés maliens, congolais, dire leurs grands-parents étaient français. Ouais. Français et même citoyens français, enfin, pendant la courte période entre 1946 et 1960, mais quand même, tous ceux qui tiennent ces discours contre les étrangers et contre l'immigration en France, enfin ceux qui veulent rester en France, je ne parle pas de ceux qui veulent passer en Grande-Bretagne, sont des gens issus de l'Empire colonial français, dont les grands-parents ou arrière-grands-parents étaient français. On a fait un très beau documentaire il y a quelques années, d'ailleurs, sur le service public, qui s'appelait Histoire d'une nation et qui racontait très bien tout ce que vous êtes en train de décrire. Il y a quelque chose quand même qui a disparu aujourd'hui en France, qui est très présent dans le film, ce sont les stéréotypes. Il n'y a plus Banania, il n'y a plus les sketchs de mauvais goût de Michel Leb. Quand on voit tout ça, on se dit on était un peu... C'est un peu dingue quand même, cette période-là. Ça a évolué, ça quand même, heureusement, Laetitia Alouette. Alors je ne peux pas dire le contraire. La question, c'est qu'est-ce que cache l'évolution? Est-ce que réellement, il y a une évolution des mentalités, ou est-ce qu'on est en prise avec le politiquement correct qui joue dans beaucoup de domaines? Le sujet, c'est quel chemin on a fait en termes de représentation des personnes qui ne sont pas issues de la diversité vis-à-vis de ceux qui en sont issus, notamment les Noirs. Et inversement, Alain Mamankou a insisté sur un des sujets aussi qui est tout aussi important que l'autre, c'est le regard que nous-mêmes, issus de la diversité noire, on porte sur notre identité. Donc, de ce point de vue-là, les avancées sont réelles, notables, mais pour moi, on est encore très très loin du compte. On est très loin du compte. Je finis juste, c'est-à-dire que quand on est, je vais encore parler des sommets, c'est-à-dire des sommets du cinéma, des sommets des postes dans le secteur privé, dans le secteur public. C'est la manière dont on met en scène le talent, dont on met en scène la compétence dans une société. Et quand on regarde qui occupe les fonctions prestigieuses, qui incarnent la compétence, ce sont encore toujours les mêmes. Il n'y a quasiment pas de personnes issues de la diversité, quasiment pas de Noirs. Et comment vous l'expliquez? On l'explique par beaucoup de choses. Il y a un recoupement aussi entre l'origine et la classe sociale. Donc il y a un sujet manifeste d'égalité des chances qui ne fonctionne pas bien et même qui régresse. Quand on voit les résultats, par exemple, les personnes qui sont admises à l'ENA, les classes populaires se sont réduites ces dernières années plutôt que d'augmenter. Tout ça veut dire aussi qu'il y a, je vais parler du monde du travail, parce que le monde du travail, on peut se dire c'est fonctionnel, c'est du boulot. Le monde du travail, c'est un lieu de création de citoyenneté, c'est un lieu de création des valeurs collectives et de la valeur individuelle qu'on se donne aussi. Quand dans un milieu, on arrive, je vais donner un exemple concret, je m'appelle Fatoumata, je rentre dans une grande boîte du CAC 40, j'ai du talent, je ne vois personne dans le comité exécutif, c'est-à-dire vraiment l'instance la plus importante qui me ressemble. Je commence déjà à me dire, pour y arriver, je vais avoir 6 tonnes sur une épaule, 7 tonnes sur l'autre, et surtout, je n'ai le droit à aucune erreur. Oui. Moi, c'est une question qui me frappe, le droit à l'erreur ou l'échec. C'est-à-dire que je trouve que déjà dans la société française en général, cette question de ne pas arriver à quelque chose de très, tétanisant. Et quand on est issu de la diversité, pour certains, c'est la censure. C'est-à-dire, ça y est, ça n'est plus possible. Alors, on va poursuivre cette conversation parce que j'entends ce que vous dites. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Il y avait un débat à un moment en France sur la mise en place de quotas, comme ça se fait aux États-Unis, par exemple. Ça a eu
dit-on, des effets positifs, notamment pour la place des Noirs américains à l'université. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que vous êtes favorable, à titre personnel, à l'instauration de quotas? Ça existe dans les conseils d'administration, par exemple. Pour les femmes. Pour les femmes. Est-ce qu'il faut le faire aussi pour les gens de Moi, couleur? je suis favorable pour les femmes. Alors, vous dites à titre personnel, je reprends, c'est vraiment à titre personnel. Moi, j'estime que ce n'est pas le premier combat. Moi, j'estime que mettre en place des quotas, quand par la preuve par l'exemple, la politique d'égalité des chances ne fonctionne pas, c'est prendre le risque en fait de mettre du quantitatif et de brader l'effort en fait d'accompagnement des populations pour faire en sorte que tout le monde, quelle que soit son origine culturelle et son origine sociale, puisse exprimer son potentiel. Oui. Alain Mabankou, sur ce point, je vous laisse poursuivre. Juste sur ce point. Oui, pour poursuivre sur ce que dit Laetitia Elouette, c'est que... Parce que vous résidez aux États-Unis, donc vous voyez aussi l'impact des quotas sur la société américaine. Oui, mais il y a une certaine, peut-être, incompréhension en matière de quotas ou de discrimination. À l'origine, quand les Américains avaient créé le système de la discrimination positive, par exemple, c'était pour rétablir l'équilibre du travail entre les hommes et les femmes. Oui. On avait estimé qu'il y avait trop d'hommes qui occupaient trop de fonctions, donc il fallait essayer au moins de ramener les femmes à un niveau qui serait en quelque sorte décent. On avait vu quelques progrès commencer à se faire, et par la suite, les politiques se sont dit, puisqu'on voit des progrès ici, est-ce qu'on ne pourrait pas étendre la loi des discriminations sur les questions, finalement, de la race ? Donc, quand nous prenons ça et venons plaquer cette sorte d'évolution sociale américaine directement en France, sans avoir fait une opération souterraine de la connaissance de la composition de notre race, du refus que nous ne voulons pas savoir combien de Noirs il y a dans son pays, combien sont-ils, etc. Donc, on veut faire une discrimination sans savoir combien de Noirs. Donc, vous dites qu'il faut des statistiques ethniques, si je vous suis, c'est ça, il faut l'instauration de statistiques ethniques. Les Américains, ils font des statistiques, ils savent qui ils sont, etc. Donc, c'est une autre politique. Vous savez, dans le débat public, il y a beaucoup de méfiance de ce qui vient des États-Unis, surtout en ce moment pendant la présidentielle. Marie-Rose Moreau. Il faut importer, mais il faut regarder quand même. Moi, je voudrais dans la continuité de ce débat, prendre deux exemples en amont. Oui. Parce que là, on parle du monde du travail, c'est évidemment extrêmement important. Si il n'y a pas une sorte d'éducation à la diversité. C'est comme ça qu'on l'appelle en Europe, nous on ne le fait pas en France. Mais je vois que les enfants se posent des questions, et qu'à l'école se joue quelque chose d'extrêmement important, et que c'est à ce moment-là qu'on peut, disons, établir des liens qui soient des liens actifs. Et l'autre point vraiment important en rapport avec le monde du travail, c'est il y a quelque chose qui est reconnu, y compris par le ministère de l'Éducation nationale en France, c'est que dans nos orientations, dans les orientations de nos enfants, de nos adolescents, il y a des orientations qui se font sur la base de préjugés. Et ces enfants, au lieu de leur laisser des possibilités de chance, d'investir des tas de champs différents, on va les orienter précocement dans des filières qui ne prennent pas du tout en compte toutes les possibilités de ces garçons et de ces enfants. Oui. Donc là, il y a quelque chose de très fort. Vous disiez, oui, c'est plus aussi caricatural qu'avant. Oui, sur certains aspects. Moi, je trouve que dans l'éducation, et dans l'éducation des enfants et des adolescents, ça reste quelque chose d'extrêmement fort. Ça, c'est vrai en plus pour l'ensemble de la société. Parenthèse, le déterminisme social à l'école. Avec des intrications sociales et l'orientation. Il y a quelque chose que j'aime bien, Laetitia Elouette, que je voudrais mettre en avant, si vous me le permettez, c'est l'étude de Goldman Sachs. Vous appuyez régulièrement dessus. Moi, je l'aime bien aussi, cette étude, parce que Goldman Sachs n'est pas réputé pour son altruisme. Mais ils ont découvert que dans les entreprises où il y avait une mixité au sein de leur conseil d'administration, l'action bondissait de 44%. Goldman Sachs, effectivement, on ne peut pas dire qu'on soit dans la philanthropie, ça c'est bien. Je pourrais donner la même décision en fait du Nasdaq, qui a aussi souhaité que toutes les sociétés qui sont cotées aujourd'hui dans la bourse américaine aient dans leur staff de direction une personne issue de la diversité. Et ça, pourquoi ? Pour Goldman Sachs comme pour le Nasdaq, sur la base d'études extrêmement étayées qui montrent, concernant Goldman Sachs, que quand il n'y a pas de personnes issues de la diversité, le cours moyen de l'action, c'est plus 14%. Quand il y a des personnes, une ou des personnes issues de la diversité, c'est plus 44%. Donc là, on n'est pas sur une différence.
on est sur un écart manifeste. Et je veux dire, l'écart manifeste, il n'est pas surprenant. Quand on met la diversité, mais je dirais la même chose pour les femmes, et on l'a vu pour les femmes, et maintenant je pense qu'on l'admet beaucoup plus pour les femmes, mais pour la diversité culturelle de la même façon, c'est des manières différentes de penser, des manières différentes de faire, et que des manières différentes de faire et de penser, ça construise de la valeur humaine, c'est une évidence, mais ça construit aussi de l'efficacité économique. Je note qu'au passage, on a donné une petite astuce pour gagner de l'argent aux gens qui nous regardent. Si vous voulez investir en bourse, misez sur les sociétés ou un conseil d'administration avec de la diversité. Mais non, intégrer la diversité à tous les niveaux de votre collectif. Non, je sais bien. Mais et dans l'éducation. Frédéric Régent. Oui, je voulais juste revenir sur la question des statistiques ethniques. La grande différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, ces statistiques existaient et elles étaient aussi là pour créer les discriminations. Par exemple, jusqu'en 1968, dans le Maryland et dans d'autres États, un noir et une blanche ne peuvent pas se marier ensemble. Donc ces statistiques existaient. Le problème de la France, ce serait de mettre en place un système comme cela, de recensement selon la couleur. Et moi, je pense que c'est particulièrement dangereux. Historiquement, d'ailleurs, le préjugé. Donc vous y êtes opposé? Ah oui, moi vous y êtes opposé. Opposé, mais moi, radicalement. Moi aussi. Et d'ailleurs, voilà, où commence le noir? Enfin, moi, dans mon enfance, je me rappelle, j'ai vécu en Guadeloupe, on m'appelait Blanchette. J'étais ensuite dans le Massif central, on m'appelait Café Grillé. Donc voilà, moi, je refuse de me désigner par ma couleur. Je ne suis pas ma couleur. Voilà, donc noir n'est pas mon métier, mais noir ou même métisse, c'est pas ma couleur. Je crois que ce qu'a dit madame, ce qui est très important, c'est l'éducation. C'est aussi une éducation à s'aimer soi, parce que ces préjugés que l'on a, mais moi aussi je les ai. Je vais vous citer un exemple. Une fois, je reçois lors d'une cérémonie sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage, une classe, et on me dit, bon, bah, tu verras, le chef d'établissement vient avec un prof d'histoire géo, plus la classe. Et là, je vois arriver deux personnes, un homme de une cinquantaine d'années, et une jeune femme d'une trentaine d'années, une jeune femme de couleur noire. Et tout de suite, je vais voir le blanc, excusez-moi de parler comme ça, je dis « Bonjour, monsieur le proviseur ». « Ah non, moi je suis le prof, c'est elle la chef ». Vous voyez, donc, alors là, il y avait la discrimination à trois titres. Il y avait la couleur, le sexe et l'âge. Mais nous-mêmes, on intègre ça. Et les sociétés antillaises, notamment, font aussi une hiérarchie dans les couleurs encore aujourd'hui. C'est pas uniquement noir-blanc, c'est aussi noir, plus foncé. Pour casser ce réflexe que vous évoquez et ce regard sur les personnes noires, il y a un grand débat aussi qui a eu jour en France récemment autour de l'espace public, la représentation des symboles dans l'espace public. On a beaucoup utilisé le mot déboulonner les statues, débaptiser certaines rues. On pense évidemment à Colbert, on en a beaucoup parlé dans le débat public. Est-ce que vous y êtes favorable, vous, Alain Mabanckou? Moi, je pense que toutes ces questions ramènent toujours à la connaissance de l'histoire. Comment l'histoire a été écrite et comment la nation française a choisi de symboliser son histoire. C'est-à-dire que c'est un peu la fable de La Fontaine du lion et du chasseur. C'est-à-dire que le chasseur, quand il va faire une peinture d'un lion qu'il a tué, il va mettre son pied sur le lion plus le fusil. Et le lion qui passait dans cette exposition, il voit la peinture, il dit « Si moi aussi j'étais peintre, je crois que le dessin aurait été autrement. » Donc La Fontaine le savait déjà dans ce sens. L'histoire est écrite de manière officielle et unilatérale. Et donc tous les symboles qui sont représentés sont des symboles qui sont censés donner une certaine idée que se fait la France de sa grandeur dans le monde. Mais beaucoup d'historiens disent aussi qu'il ne faut pas effacer, il faut expliquer l'histoire et la regarder en face. Je n'ai pas dit, en général, je suis contre le déboulonnement, mais moi je suis pour la position aussi d'une lecture contradictoire. C'est-à-dire qu'à côté du négrier, eh bien, vous allez mettre l'esclave valeureux qui était là. On va lire l'histoire, la gloriole que fait la France, à côté aussi de cette antithèse qui est là. On n'a pas l'antithèse. C'est une histoire unilatéralement écrite. Laetitia Elouette.
Tout à l'heure, je parlais de l'exposition qui a lieu actuellement au musée de l'Homme. Portrait de France, 318 figures issues de la diversité qui ont contribué à l'histoire de France. Il y a du collectif, il y a des tirailleurs sénégalais, il y a un aviateur vietnamien dont j'ai découvert l'existence, qui a dirigé une patrouille pendant la guerre 14-18 et qui s'est sacrifié. Les exemples sont nombreux. Il y a des femmes, il y a des hommes. Et ce travail a été fait aussi pour proposer aux maires et à tous ceux qui participent en fait à baptiser des rues et des monuments à s'en emparer. Pour que justement notre espace public, parce que moi je crois que l'espace public... Il y a certaines villes d'ailleurs qui ont entamé un travail de pédagogie de cette histoire. C'est le cas à Nantes, Bordeaux, Paris. Je crois qu'il y a la mairie qui a fait apposer une plaque au jardin d'acclimatation pour rappeler qu'il y avait eu 33 zoos humains dans ce lieu. Ça fait partie du... En fait, c'est à la fois une manière symbolique. L'espace public, pour moi, c'est la nouvelle agora. C'est le lieu, en fait, c'est à la fois un lieu de passage pratique, et en même temps, c'est intéressant. Quand on amène son enfant à la crèche Gaston Monerville, peut-être qu'on ne fait pas attention, mais finalement, on fait attention. Oui. Je vais chercher un emploi, et tiens, finalement, c'est avenue je vais prendre Joséphine Baker, c'est la grande figure du moment. Ça joue, même si c'est du pragmatique, du concret, ça joue dans les représentations. Mais ça joue aussi dans la symbolique de se dire qui on met en avant dans la nation. Parce que beaucoup de Français aujourd'hui, et notamment des jeunes Français qui sont d'origine étrangère, ne se sentent pas reconnus dans cette histoire de France. Et faire ce travail, non pas d'élimination, mais d'explication de ce qui existe déjà, de complément pour enrichir notre histoire, c'est à la fois faire peuple, faire en sorte que ceux qui ne sont pas reconnus le soient. Et moi, je vais vous dire, c'est un sujet, l'apport en fait de nouvelles facettes historiques, ça ne concerne pas la diversité, ça concerne tous les Français. C'est une manière d'avoir un patrimoine commun beaucoup plus riche. Frédéric Régent. Oui, complètement. Et ça concerne non seulement l'histoire des personnes de couleur noire, mais aussi l'histoire des femmes, l'histoire des ouvriers, l'histoire des humbles, l'histoire des pauvres. C'est vrai que la construction historique, d'abord, l'histoire, ça a été l'histoire des rois. Puis peu à peu, ça s'est élargi à davantage de personnes. Je partage complètement les avis qui ont été donnés. C'est-à-dire il faut apposer, il faut ajouter. Je trouve qu'il est dommage quand même de faire disparaître des figures même controversées, parce que le fait que ces figures controversées soient présentes dans l'espace public, ça peut être une occasion de dire, Colbert, il a été celui qui a été à l'initiative du Code noir. Donc je pense qu'il faut, si ça devient rue des Pâquerettes, ça pose... Rue de la Mer. Et c'est même plus profond, parce que en général, en France, on ne voit que les symboles qui sont ici. Rendez-vous dans ce qu'on appelait les anciennes colonies françaises. Si vous allez dans mon pays d'origine, au Congo-Brazzaville, vous avez toujours les avenues du général de Gaulle, les maréchals, je ne sais pas, un tel. Toute l'histoire de France se retrouve encore là-bas. Mieux encore, la capitale du Congo, c'est Brazzaville. Brazzaville, c'est Savorgnan de Brazza, l'explorateur que la France a utilisé pour aller chercher les terres. Vous qui êtes un Américain d'adoption, est-ce que, puisqu'on parle de symboles, le mouvement Black Lives Matter, qui a été une secousse mondiale, est-ce que vous diriez que ça a remis la question du racisme et des discriminations au cœur du débat? Mais je pense que la question de racisme et de discrimination a existé et existe même sans le mouvement de Black Lives Matter. Donc pendant tout le mouvement des droits civiques, c'est ça. Les Angela Davis, les discriminations dans les bus, le système de l'apartheid, la libération de Mandela en 1994, tout ça là, ça participe de l'histoire même du racisme dans le monde. Le mouvement des Black Lives Matter est un mouvement qui est une réponse d'une certaine jeunesse américaine face aux exactions policières qui s'est passées aux États-Unis. Ça a dépassé le cadre des violences policières. Ça a dépassé le cadre des exactions, ça a dépassé le cadre de la couleur pour devenir un courant qui réclame un certain respect de la dignité humaine. Tous les êtres humains ont le sang rouge, et quand vous les étouffez en posant votre genou sur leur cou, ils poussent le même cri. Le cri que pousse un être humain qui meurt
est le même, quelle que soit la couleur de sa race. Si j'ose quelques Laetitia mots Elouette. après, parce que franchement, je ne pourrais pas le dire aussi bien, Alain Mamoncou. Pour moi, on change de paradigme. C'est-à-dire que là, avec l'affaire George Floyd, c'est de se dire qu'il y a une prise de conscience qu'une discrimination que subit une population, c'est un sujet qui concerne tout le monde. C'est un sujet qui blesse, qui abîme et qui concerne tout le monde. Et que tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau, est légitime, c'est ça aussi, à porter ce combat. Et que ça devient un combat collectif, non pas d'une catégorie de la population contre une autre, mais de porter ensemble des valeurs, valeurs humaines, valeurs de cohésion, au travers desquelles on souhaite se rassembler. Et là, pour moi, c'est un glissement. En France, évidemment, la situation n'est pas la même. L'affaire nous arrive des États-Unis. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui s'accélère et pour moi est important aussi. C'est arrêter de penser que se battre pour une population qui est discriminée, c'est jouer en quelque sorte des catégories les unes contre les autres. C'est jouer, faire en sorte, en fait, je vais vous le dire assez simplement, hein, on parle des Noirs en France, une des questions, ça pourrait être, est-ce qu'il faut des droits particuliers pour les Noirs? On parlait des quotas tout à l'heure. Alors moi, je pense que absolument pas. Je pense que le sujet, c'est avoir les droits, la considération, la même, mais exactement la même, et pas seulement dans les principes, mais aussi dans les faits. Et c'est là, en fait, où on doit avancer, et c'est là où ce que je vois, c'est que ce sujet-là n'est plus seulement porté par une population particulière qui est concernée, mais que de plus en plus de personnes se disent que ce sujet correspond à un modèle de social sur lequel on peut tous s'engager. Donc on en revient à la question fondamentale, hein, pour construire l'histoire de demain, il faut dépasser la couleur de peau, c'est ça, les différences de couleur de peau. Enfin, moi qui travaille beaucoup avec les adolescents, je trouve que ce mouvement des Black Lives Matter en France, même si effectivement je pense qu'il prend une signification différente des États-Unis, c'est tout ce qu'on a en commun, mais c'est aussi la singularité de chacun. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas seulement, c'est pas quelque chose d'un effacement on est tous pareils, on est incolores. C'est plutôt, on se bat tous pour que chacun soit reconnu dans son histoire individuelle et collective. Et moi, je pense que ça marque, que c'est un moment signifiant. Eh bien, allez-y, Alain. La participation des autres dans le combat des Noirs n'est pas nouvelle. Si on voit les grands courants comme un mouvement comme le mouvement de la négritude, c'est-à-dire la reconnaissance des civilisations issues du continent noir à travers le monde, ce mouvement a été épaulé par les Picasso, par les Jean-Paul Sartre, qui a écrit, par exemple, la plus belle pièce qui définissait la négritude, ça s'appelle « Orphée noir ». Il a décrit la situation de l'homme noir en la comparant aux prolétaires blancs. Sauf qu'ils avaient une certaine différence dans la manière de penser. Quand on voit les marches qui ont été faites à Washington, les marches qui ont été faites aux États-Unis, mais il y avait tout le monde. Les Marlon Brando, ce n'est pas des Noirs. Ils étaient tous comme ça, avec les James Baldwin, main dans la main. Les lois sur contre les discriminations, etc., les Kennedy étaient là, mais bien avant eux, même les républicains, les gens oublient toujours que les plus grandes lois des révolutions civiques qui se sont passées aux États-Unis ont été initiées par les républicains. Bon, il est vrai que ce n'étaient pas les mêmes républicains que ceux de Donald Trump d'aujourd'hui. Hein. Ça, c'était les vrais républicains de l'époque. Voilà. On va être obligé de s'arrêter. Notre discussion touche à sa fin. Firmin, Oui. Richard, je voudrais peut-être terminer avec vous. Si vous aviez un message à tous les jeunes qui nous regardent ce soir, issus de la diversité, issus de l'immigration, de couleur noire, français, et qui parfois peut-être doutent de leur capacité à pouvoir aller casser ce plafond de verre pour devenir chef d'entreprise, pour devenir écrivain, pour devenir comédienne comme vous, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, je leur dirais toujours de croire en leurs rêves et comment dire, ces jeunes, ils savent leur histoire. Ils savent que les Noirs, on les a eus partout, on les a vus partout. À la NASA, il y en avait, les femmes étaient partout. Donc maintenant qu'ils ont toute cette technologie, je pense qu'ils sont capables maintenant de comprendre, de prendre de l'assurance et savoir qu'ils sont sûrs de croire en leurs rêves et d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont envie de faire. C'est ce que je pourrais leur dire. Cette jeunesse-là a des exemples et encore a la possibilité de découvrir la vraie histoire de la France et du monde. Bon, pas mal pour terminer, non? Non, ce que dit Firmin Richard est extraordinaire. C'est ce que nous voulions démontrer dans notre film, Aurélia et moi, de dire que l'histoire
des Noirs de France s'écrit au présent. On ne va pas plus vivre dans cette sorte de nostalgie parce que la France nous a souvent poussé à penser le monde sous le prisme de la nostalgie. Eh bien, nous allons penser le monde sous le prisme du présent que nous conjuguons tout le jour et du futur. Nous allons nous assurer que tous les verbes que nous allons conjuguer désormais seront au présent pour servir le futur. Ah, je signe. Hein. Bien. Bon. Merci infiniment à tous les 5. Tiens, je rappelle votre livre, Alain Mabanckou, votre dernier livre, Rumeurs d'Amérique aux éditions Plomb et 8 leçons sur l'Afrique aux éditions Grasset. Firmin Richard, votre livre également autobiographique, Ce qui t'est destiné, le courant ne l'emporte pas aux éditions Michel Lafon. Frédéric Régent, Les maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves, 1635-1848. Et puis Marie-Rose Moreau, 50 questions sur les bébés, les enfants, les adolescents, comment devenir des parents ordinaires ici et dans le monde aux éditions La Pensée Sauvage. Laetitia, il va falloir faire un bouquin. Parce que je sentais la pression venir là. Merci en tout cas à tous les 5. Fin de cette grande émission exceptionnelle. Merci d'y avoir participé. Merci à France TV Studio, Nathalie Bourdon, Capucine Leguet pour la préparation, et Eric Simon et toutes ses équipes pour la réalisation. Et puis merci à vous, bien sûr, pour votre fidélité. Pour revoir ce très beau documentaire Noir en France, ce sera bien sûr sur la plateforme de France Télévisions. Alors tout de suite, vous ne bougez pas, parce que la soirée continue avec un documentaire qui revient sur une triste affaire. 1994, le village Bamboula déclenchait une vive polémique près de Nantes. Le directeur d'un parc d'attractions avait décidé de faire venir 25 Ivoiriens pour reproduire un village africain avec des danseurs au beau milieu du zoo et aux côtés d'animaux sauvages. C'est un documentaire très fort réalisé par Johan de Montgrand et François Tchernia, raconté par Jean-Pascal Zadi. Belle fin de soirée, à demain 13h. Merci.